Au stade où on est le jeu de la chouette d'or, je pense qu'il est important de d'écrire, d'évoquer, de décrire et de commenter comment il fonctionne et comment il a évolué depuis l'origine, depuis son lancement. L'élément important qui est apparu très tôt dans le jeu, c'est le personnage fictif de Max Valentin. Sous prétexte d'un pseudo qui était pratique pour l'auteur, pour Régis Hauser, afin de préserver son anonymat, ce pseudo, Max Valentin, est devenu petit à petit un personnage virtuel qui était l'interlocuteur privilégié de centaines de chouetteurs de la première heure via le Minitel. Et ce personnage qui pendant 3, 4, 5, 6 mois, 8 mois a, je dirais, fonctionné d'une façon à peu près neutre, c'est-à-dire en répondant aux questions autant qu'il le pouvait, en essayant plus ou moins d'aiguiller les joueurs. Ce personnage est devenu assez rapidement ensuite euh, victime de son succès. Les questions qui arrivaient par milliers ont fait que les réponses, le potentiel de réponses possibles a été très vite saturé, puisqu'il n'était quand même pas possible à l'auteur de donner trop d'informations. Donc à un moment donné, il a commencé à, je dirais, improviser un peu d'abord et broder un peu ensuite pour pouvoir continuer à répondre, sans doute continuer à faire marcher la machine à sous qu'était le Minitel, mais même au-delà de ça, rester dans son rôle et continuer à répondre. Ça a été la première évolution du personnage, où il est passé donc d'un stade, on va dire, relativement objectif, question, réponse, je vous dis ce que je peux, à un stade de personnage qui se mettait en scène, donc beaucoup plus subjectif, donnant une image de lui-même, brodant un peu ses réponses parce qu'il n'avait plus grand-chose à dire et il ne pouvait pas donner plus d'informations que ce qu'il avait donné, et commençant à garnir. Donc il s'est servi de ma peinture, il s'est servi de tas de choses pour faire des commentaires plus ou moins sibyllins et continuer à garnir et à répondre. Et ce faisant, il a été donc d'abord il a donné de lui l'image de quelqu'un qui était un peu un démiurge, un deus ex machina, qui était le meneur de jeu. Ça ne se disait pas comme ça à l'époque, mais c'est vraiment le terme qui convient. Le meneur de jeu donc pour des milliers de personnes qui l'interrogeaient via Minitel. Et ce personnage-là l'a lui-même conquis, moi je dis grisé petit à petit, il s'est pris au jeu, il a commencé à comprendre qu'il avait un rôle et à jouer ce rôle de plus en plus, même le surjouer on peut dire à un moment donné. Et c'est là où effectivement on voit des commentaires sur lesquels j'ai eu l'occasion de m'exprimer, des commentaires tout à fait superflus de ce qu'il m'aurait demandé par rapport au tableau, de ce qu'il aurait désiré faire apparaître ou pas, laissant ainsi à penser à la plupart des joueurs que mes tableaux contenaient des tas d'indices, alors qu'en réalité, on connaît tous aujourd'hui le fameux cahier des charges, du moins ce qu'on appelle cahier des charges, c'était en fait pas grand-chose. Et malgré ça, donc, il a réussi à en parler tout en, encore une fois, en se grisant du rôle qu'il prenait, de l'ampleur que prenait son rôle par rapport non seulement aux joueurs, mais aussi aux médias. Les médias, c'est vraiment très particulier et très insidieux. Et ce qu'a vécu Max, moi je l'ai vécu à certains moments, je le vis encore en ce moment depuis que j'ai repris le jeu en main. Les médias vous sollicitent, vous placent, vous scénarisent, vous mettent dans un contexte où vous êtes encore plus mystérieux, encore plus intelligent, ou encore plus sachant, ou encore plus sibyllin selon le cas, et vous conduisent de plus en plus dans un rôle que vous interprétez et vous sortez progressivement de vous-même. C'est ce qui s'est passé avec Max, qui en plus avait la perspective de développer tout un business en organisant d'autres chasses au trésor pour d'autres clients, des sponsors, etc. N'oublions pas que son métier était la communication. Et ce processus-là a de plus en plus influé
sur les réponses qu'il a fournies aux joueurs, sur les indications supplémentaires qu'il a publiées, puisque lorsque les médias s'adressaient à lui ou à nous au début et à lui ensuite, évidemment, pour avoir une page, 2 pages, 4 pages plutôt que 2, ou etc., il fallait donner en monnaie d'échange des éléments potentiellement de solutions, donc qui se sont appelés indications supplémentaires et qui étaient destinés à attiser l'intérêt des joueurs et donc à faire vendre évidemment les magazines concernés ou les médias concernés. Alors, dans ce processus-là, Max s'est perdu. Il s'est lancé dans beaucoup de commentaires, de paraphrases. Il a paraphrasé des réponses qu'il avait fournies antérieurement. Il les a refaites d'une manière différente, en y ajoutant un petit quelque chose, parfois en se contredisant. Il y a eu beaucoup de questions-réponses, plus de 100 000 je crois. Et évidemment, tout ce corpus qui a été créé de questions-réponses a provoqué énormément de théories, a déclenché beaucoup d'idées chez les joueurs et en quelque sorte les a finalement éloignés du livre. Au départ, ou même ensuite, c'était écrit et c'était répété, tout est dans le livre, et pour autant, à l'heure actuelle, on peut dire que tout est dans le livre, ça n'a pas changé, mais qu'en plus du livre, il y a tout ce corpus de questions-réponses, tout cet ensemble de théories, d'idées qui se sont forgées chez les joueurs en fonction de ces questions-réponses et de leur multitude, et donc qui apportent vraiment une coloration, une lumière complètement nouvelle, complètement différente sur ce qui n'était au départ, rappelons-le quand même, qu'un simple jeu de sagacité. Et ce jeu de sagacité aujourd'hui est devenu une véritable chasse au trésor, puisqu'en quelque sorte, tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait depuis 30 ans autour du jeu n'a fait qu'étoffer l'histoire en elle-même et d'une certaine manière n'a fait que diluer ce qui était le concentré de la chasse, le contenu du livre d'origine. Alors, quelle est la situation réelle du jeu aujourd'hui ? Eh bien, il faut absolument considérer qu'on est en face d'une affaire, d'un dossier mystérieux qui dure depuis 30 ans et qu'on se doit donc de l'approcher comme ce qu'il est réellement, c'est-à-dire un cold case. Il ne s'agit plus d'un simple jeu de sagacité. Personne aujourd'hui, même les nouveaux joueurs qui débarquent dans le jeu, j'en fais l'expérience à chaque fois que je viens sur le Discord et que j'échange avec de nouveaux joueurs, personne ne peut s'abstraire de l'histoire de 30 ans de chasse au trésor, de l'histoire de Max Valentin. Même en disant « je ne m'intéresse pas aux Mahdi, je ne regarde pas les Mahdi », on est confronté quotidiennement à d'autres joueurs qui, eux, sont imprégnés de Mahdi, plus ou moins, ont des idées qui ne sont plus tout à fait celles qu'ils auraient eues à l'origine du jeu, puisque influencés par tout ça. Et ils le communiquent, y compris aux nouveaux joueurs. Et donc, comment faire avec ça ? Qu'y a-t-il dans cette cold case, dans cette boîte froide ? Dans cette boîte froide, il y a 30 ans de suppositions, 30 ans d'affirmations, 30 ans de contradictions et 30 ans d'imagination et de théories plus extraordinaires les unes que les autres. Tout ça a été généré sous le coup d'informations non vérifiées, d'informations nouvelles, d'indications supplémentaires qui paraissaient dans les journaux et a été soigneusement entretenu, soigneusement colporté par Max Valentin lui-même. Et j'allais dire soigneusement coloré par Max Valentin lui-même qui, à chaque fois, rajoutait un petit quelque chose et parfois même un petit quelque chose qui faussait un peu le raisonnement, qui pouvait même être susceptible d'embarquer le joueur ou les joueurs
confronté à ce propos ou à cet élément supplémentaire, donc susceptible de pouvoir les embarquer un peu à l'ouest, un peu à l'écart de ce qu'aurait dû être la bonne direction. Donc il faut faire le tri. La conclusion de ça, c'est qu'il faut arriver à faire le tri. Il faut se dire, d'un côté, on a un jeu de sagacité, de l'autre côté, on a des éléments plus ou moins perturbateurs qui font que l'enquête à laquelle on se livre aujourd'hui, cette recherche de la contre-marque, cette piste qu'on essaye de suivre, a été brouillée. Elle a été brouillée de plein de manières. Donc, on vient de l'évoquer par Max Valentin lui-même, mais pas seulement par Max Valentin. Max Valentin a fédéré, et je suppose qu'il ne l'a pas toujours fait innocemment, tout un bataillon que j'appelais sa garde rapprochée, de joueurs de la première heure qui se sont forgés des idées, qui les ont publiées à coups de blogs et de plus en plus de blogs, puisqu'en 93 les blogs étaient encore n'existaient pas ou peu, mais petit à petit tout ça s'est étoffé. Et donc toutes ces publications qu'on retrouve aujourd'hui sur le web émanent, pour beaucoup d'entre elles, de joueurs de la première heure qui ont donc forgé des convictions, qui se sont forgés des convictions et qui les diffusent. Évidemment, en les diffusant, ils font des adeptes. Les convictions sont bonnes ou pas bonnes, mais dans tous les cas, il y a des adeptes. Ce qui veut dire que, encore une fois, chacun est exposé. Je crois qu'aujourd'hui, on a plusieurs millions de pages sur Internet qui parlent de la chouette d'or. Chacun est exposé à une contamination de théories, de convictions, dont aucune n'est forcément très étayée, mais repose sur une intime conviction de la part de leurs auteurs. Et cette intime conviction s'est forgée en un temps où Max Valentin était très actif. Il a très bien vu le processus. Il a très bien vu comment un certain nombre de personnes privilégiaient certaines solutions. Il a surfé là-dessus. Il a parlé d'autoroutes, il a parlé de fausses pistes. Il a prétendu à un moment avoir élaboré des trentaines ou je ne sais pas combien de fausses pistes. Mais tout ça, en réalité, c'est un scénario qui s'est créé en live, qui s'est déroulé sous les yeux des joueurs. C'est toute une histoire qui s'est fabriquée. Et aujourd'hui, il faut arriver à faire le tri là-dedans. C'est impératif. Bon, avant d'aller plus loin, je vais quand même aller me faire un petit café. Alors, comment approcher cette fameuse boîte froide ? Tout d'abord, et j'ai beaucoup insisté là-dessus, et je continuerai à le faire d'ailleurs, ne pas oublier qui a créé ces énigmes, qui a eu l'idée du jeu, dans quel contexte il en a eu l'idée et comment il l'a vendu. C'est tout ce que je raconte, donc évidemment dans les bouquins que j'ai publiés et ce que je commente quand on en parle sur Discord. Régis Hauser à l'époque donc, était un communicant, un spécialiste en vente par correspondance, marketing par correspondance, etc. Et il est tombé sur la chasse de Keith Williams, Masquerade, donc dans les années, fin des années 70, années 80, qui a donc fait un très gros score au Royaume-Uni. Le bouquin s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Et ça l'avait fasciné, il a eu envie, lui, à son tour, de faire ça. Bon, il a parlé de son expérience, si j'ose dire, de rallye surprise. Je ne sais pas s'il en a fait 1 ou 2 ou 3 dans sa vie, peu importe. En tout cas, bon, il s'intéressait à l'automobile, il avait fait un peu de rallye, etc. Mais il n'avait aucune expérience en matière de chasse au trésor, il ne faut jamais l'oublier. Il a bâti ses énigmes sur la base d'un petit scénario, qui est l'histoire du Père Méhu, que j'ai publié dans une des éditions. Mais les énigmes qu'il a conçues, il les a conçues donc influencées par Masquerade et puis avec les idées de quelqu'un qui fait pour la première fois une chasse au trésor. Donc bon, on ne va pas parler de ce que peut produire un adolescent en la matière, c'était quand même pas le cas, mais malgré tout, c'était un travail de novice. Il a eu le temps au cours des années, puisque pendant 15 ans, il a essayé de vendre son idée à des clients ou à des sponsors, ce qu'il n'est pas parvenu à faire jusqu'à ce qu'on se rencontre. Et il a donc modifié, remodelé, adapté un certain nombre de choses, peaufiné, on dira, un peu ses énigmes, en partant toujours du principe que l'idée directrice, c'est la cache. C'est l'endroit où il a caché la contre-marque
Il est parti de là, sur la base d'une trouvaille que je trouve personnellement tout à fait intéressante, astucieuse et vraiment bien pensée. Il est parti de là et puis après il a fait évoluer les énigmes, pensant une fois que c'était un peu trop facile, une autre fois peut-être un peu trop difficile, se forgeant lui-même son idée, évoluant dans le temps professionnellement aussi, l'expérience aidant peut-être, j'en sais rien. En tout cas, il a fait évoluer ses énigmes, mais en restant toujours sur le même objectif, qui était de trouver une cachette qui n'a pas changé, qui est toujours au même endroit depuis l'origine. C'est vraiment l'idée de départ. C'est la base de tout ce qu'il a élaboré. Et en revanche, toutes ces modifications donc, ont conduit à ce qu'au moment où nous nous sommes rencontrés, d'abord à trois avec un sponsor qui devait lancer sa marque de joaillerie par le biais de cette opération, puis ensuite tous les deux, puisque le sponsor s'est retiré et que j'ai pris sa place. À ce moment-là donc, il a finalement opté pour une formulation, on va dire, des énigmes, qui s'est avérée donc être celle que vous connaissez, qui a été publiée. Mais cette formulation donc définitive des énigmes s'est trouvée à l'épreuve du feu des chercheurs, des premiers chercheurs. Lorsque le livre est paru, il a eu beaucoup de succès, donc beaucoup de gens s'y sont intéressés, donc beaucoup d'esprits très affûtés se sont penchés sur ces énigmes. Et là, effectivement, ça a été aussi un baptême du feu pour Régis Hauser, bien sûr, mais surtout pour son personnage fictif de Max Valentin, qui n'était absolument pas préparé, qui ne savait pas à quoi s'attendre et qui peut-être ne soupçonnait pas la pertinence, l'insistance, l'intelligence qui serait mise en œuvre pour résoudre ces énigmes. Donc, les questions-réponses, d'ailleurs, comme je l'ai vécu moi-même au moment où j'ai repris le jeu en main et avec mes premiers échanges en live, en direct sur le Discord, qui était donc en direct, ce qui n'est pas tout à fait pareil que le Minitel, mais malgré tout, c'est comparable. Et donc, c'est l'épreuve du feu, c'est des gens qui posent des tas de questions. On s'aperçoit que par certains biais, ils essayent d'obtenir une petite indication, etc. Donc, il faut très très vite développer ses propres systèmes de self-défense, ne pas se laisser embarquer. Et ça, je pense que Max Valentin a très bien su le faire. Et puis, rapidement aussi, c'est mon cas, et moi je l'ai annoncé très officiellement, rapidement aussi, on arrive au stade où on se doit de dire, bah, écoutez, vous êtes gentil, vous êtes sympa, on a bien discuté, maintenant je vous ai dit tout ce que je pouvais vous dire, je ne peux pas vous aider davantage, ou alors je vous donne la solution. Et c'est là où tout a commencé, en réalité, du vrai personnage de Max Valentin. C'est ce moment où, au bout de 6 mois, 8 mois, 1 an, disons la première année pour faire un chiffre rond, tout était dit. Et où il a commencé donc ce que j'appelle broder, à en rajouter, à parler des tableaux, à raconter ceci, à raconter cela, à laisser entendre que les médias devenant également plus insistants, il fallait leur fournir des indications supplémentaires, les alimenter en indications supplémentaires, en petites phrases, etc. Donc il s'est prêté à l'exercice, il l'a très très bien fait, mais à chaque fois, il a apporté, on va dire, des éléments un peu diluants, un peu perturbateurs, en regard de la concentration qui aurait dû demeurer celle des chouetteurs. Et les chouetteurs, assez vite, se sont perdus en conjectures. La police se perd en conjectures. On n'arrive pas à trouver le coupable. On a bien quelques indices, mais les interrogatoires des témoins n'ont rien donné. C'est un peu ça l'histoire. Donc la recette pour essayer de se sortir de cette impasse aujourd'hui, c'est réellement de bien repenser à tout ça, de se dire que les énigmes ne peuvent pas être à un niveau de complexité aussi extrême que ce que certains chouetteurs élaborent, avec des jeux de mots sans fin, des codages sans fin, des interprétations, je te retourne le mot, je te le mets à l'envers, c'est symbolique, c'est ceci, c'est cela.
il faut se garder de partir comme ça dans des délires. Il faut vraiment se faire sa propre opinion sur ce qu'était le jeu en 1993, sur le fait que les énigmes étaient destinées à conduire, à partir d'un point, à conduire à un autre, et enfin à trouver la cache, donc de la contremarque, et éviter vraiment de se dire qu'on a affaire à un démiurge, qu'on aurait pu imaginer des choses tellement complexes, des dizaines de fausses pistes, imaginer des pièges ou je ne sais quoi. On n'est pas dans un jeu vidéo, on n'est surtout pas dans un travail d'équipe. Il faut penser que Régis Hauser, quand il a fait ses énigmes, il était tout seul. C'est pas un travail qui a été fait par une équipe de 15, 20, 50 personnes qui développent un jeu vidéo avec des tas d'astuces, avec des tas de trouvailles. Pas du tout. Donc, il faut bien se replacer dans ce contexte-là. Il faut bien comprendre qu'il a été sous le feu des médias, plus le feu de son ambition à vouloir vendre des jeux, des chasses au trésor à d'autres intervenants. Donc, le côté médiatique, le côté promotionnel. Tout ça l'a mis dans une situation où il fallait qu'il parle, il fallait qu'il apparaisse, il fallait qu'on pense de lui qu'il était le grand maître des chasses au trésor. Et ne pas oublier que ce n'était pas le cas. Au moment où il a fait la Chouette d'Or, ce n'était pas le cas. J'entends souvent des joueurs dire mais dans d'autres chasses, Max a fait ceci, Max a fait cela. Il n'y a pas d'autres chasses avec la Chouette d'Or. C'est la première. Donc il n'y a pas de comparaison à faire avec celles qui ont suivi. Il n'avait pas d'expérience et celles qui ont suivi ont été élaborées sur la base de l'expérience qu'il s'est faite grâce à la chasse de la Chouette d'Or. Et grâce notamment aux échanges qu'il a eu avec les chouetteurs, aux idées multiples et parfois merveilleuses de certains joueurs qui l'ont alimenté en idées et qui lui ont permis après de développer d'autres choses, en sachant qu'il a rarement élaboré une chasse tout seul. Il était en général aidé par quelqu'un qui construisait les énigmes. Je crois que les seules énigmes qu'il ait vraiment faites lui-même, c'est la Chouette d'Or. Et encore, peut-être s'est-il un peu fait aider, j'en sais rien en réalité, mais enfin, de toute façon, ce n'était pas une équipe de gens qui ont élaboré ça. Alors, une fois qu'on s'est mis ça en tête, retrouver une certaine logique, se dire, bon, logiquement, quelle solution je peux trouver à telle énigme, en restant logique et en me disant que quand j'ai trouvé quelque chose, je l'ai trouvé, il n'est pas forcément nécessaire que ça me serve de tremplin pour une deuxième interprétation, voire une troisième interprétation comme le font certains, et encore moins de se dire qu'on a trouvé plein de choses dans une énigme, qu'on en met une bonne partie dans sa besace, la fameuse notion des reliquats qui est apparue bien après le début du jeu. Tout ça, il faut l'oublier, il faut se remettre dans le contexte de départ. Ensuite, on sait qu'il y a 9 énigmes qui plus ou moins correspondent à un trajet, puis les 2 dernières qui correspondent à ce que chacun a pris l'habitude d'appeler la super solution. Ces 2 dernières énigmes sont celles qui permettent de localiser la cache, de trouver la cache, donc la contremarque. J'ai dit à maintes reprises que les solutions des 9 premières énigmes étaient sur Internet, ce qui n'est pas faux. Mais il n'y a pas que les bonnes solutions sur Internet. Il y a beaucoup de solutions, beaucoup de théories sur ces 9 premières énigmes. Donc peut-être aura-t-on l'occasion, aurai-je l'occasion d'y revenir, peut-être de préciser certaines choses dans les semaines ou les mois qui viendront, on verra bien. Mais en l'état actuel des choses, il ne faut pas non plus les considérer comme quantité négligeable, ces 9 premières énigmes. Elles doivent quand même vous emmener quelque part. Et un quelque part qui, encore une fois, reste logique, compréhensible, et qui ne peut pas être un lieu qu'on déduirait d'une manière quasiment subliminale après avoir interprété l'immense intelligence ou compris l'immense intelligence du concepteur, etc. C'est beaucoup plus simple que ça. Voilà, je crois que là-dessus, je ne fais que redire ce que j'ai déjà dit sur le serveur. Et donc, par rapport à toute cette ambiance du jeu, je ne pense pas qu'aujourd'hui il soit très sain de se dire qu'on est sur le point de trouver, que c'est imminent, qu'elle va être trouvée demain. Oui, la chouette peut être trouvée demain, c'est possible. Cette personne qu'on a baptisée l'entité a approché d'assez près la solution, mais elle n'a fait que de l'approcher. Bon, ben voilà. Mais en tout cas, ça démontre que cette solution, cette issue du jeu, elle est trouvable. Il est possible de trouver aujourd'hui la chouette,
Je me suis posé la question sur les années qui ont précédé le moment où j'ai récupéré les solutions. Je ne sais pas si à ce moment-là, elle aurait pu être trouvée, mais compte tenu de ce que j'ai apporté moi, je dis aujourd'hui la chouette est trouvable. Donc ça, c'est une certitude, mais c'est pas pour ça qu'il faut se dire on est sur le point de la trouver, on est complètement excité, j'ai une idée, vite, 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 je vais creuser, sinon quelqu'un va la trouver avant moi. On n'en est pas là. Je pense que quel que soit l'avancement des uns ou des autres, quel que soit l'avancement de ce qu'on appelle l'entité, tout ça ne justifie pas une excitation telle que ce que je vois se passer actuellement. On est même allé jusqu'à des gens qui vont creuser dans des endroits où ils se font verbaliser, c'est arrivé récemment. Donc là, il y a une excitation qui n'est pas de mise, il faut rester bien calme, il faut aller au bout des énigmes et encore une fois raisonner sur cette ligne directrice qui consiste à dire revenons aux éléments de base, revenons au livre et faisons bien la part des choses entre le livre et l'histoire qui s'est déroulée depuis 30 ans. Ne mélangeons pas tout. Pour terminer, cette excitation dont je parle, cette idée que beaucoup ont d'être sur le point de trouver, fait que des tas de solutions me sont envoyées. Donc je me mets à jour de mes messages sur Discord et 8-10 jours après, j'ai de nouveau 2 ou 3 000 messages qui m'attendent. Je ne peux pas vivre comme ça, à passer mon temps à lire des messages qui sont parfois très longs, où les solutions me sont détaillées, épluchées, etc. Autant j'adore lire des récits d'une expédition, des anecdotes, etc. Autant quand il faut éplucher des dizaines et des dizaines de lignes qui me décrivent comment on a cheminé, quelles sont les solutions, matériellement je ne peux pas le faire. Donc, j'ai pris la décision de mettre à la disposition des joueurs un système de vérification des solutions. En premier, en réagissant à cette impossibilité dans laquelle je suis moi de répondre à des messages privés qui prennent beaucoup trop d'ampleur. Et puis, en répondant à ce que je viens d'évoquer, à savoir que beaucoup aujourd'hui de services dédiés à l'environnement, que ce soit l'archéologie, que ce soit la préservation de l'environnement, que ce soit l'ONF, les eaux et forêts, que ce soit même certains services de police qui s'émeuvent de voir des gens sillonner une région avec des détecteurs, ce qui est formellement interdit. On est donc confronté aussi à ça. Et ça veut dire que depuis 30 ans, évidemment, la législation a évolué, que là où en 1993, il y avait une certaine tolérance, on allait faire son trou, bon, c'était pas bien méchant. Aujourd'hui, il y a une sensibilisation beaucoup plus forte à la préservation de l'environnement et du patrimoine, donc archéologie, etc. Et il est de moins en moins acceptable pour les autorités de voir des gens aller faire des trous à gauche, à droite, même si c'est dans un terrain qui n'est pas classé parc naturel ou autre chose. Mais c'est de plus en plus répréhensible. C'est de toute façon répréhensible et interdit. Mais la tolérance qui a prévalu sur tout ça, aujourd'hui, disparaît de plus en plus et il devient problématique pour moi de laisser faire. En tant qu'organisateur du jeu, je me dois de prendre position, donc je prends officiellement position contre le fait d'aller faire des trous à tout va, même si c'est sympa pour les uns, excitant pour les autres, etc., ou les deux à la fois. Malheureusement, c'est une pratique qui aujourd'hui doit être réglementée et contrôlée. C'est exactement comme quand on parle de Venise et du nombre de visiteurs à Venise, on dit à un moment donné, il va falloir contingenter, limiter, parce qu'il y a trop de monde, il y a trop de nuisances qui sont liées à ça. C'est un peu le même phénomène avec les chasses au trésor et le fait d'aller faire des trous un peu partout dans la nature. Donc, très clairement, le système qui va être mis très prochainement à votre disposition est destiné à vous éviter d'une part d'aller faire des trous systématiquement et d'autre part vous permettre de temps à autre, autant que vous le souhaiterez, mais enfin bon, de vérifier vos théories, vos solutions. Évidemment, pour la personne qui aurait la bonne solution, la démarche responsable que j'aurai en tant qu'organisateur, c'est de solliciter auprès des autorités concernées l'autorisation nécessaire pour la personne qui aura trouvé la solution d'aller creuser à l'endroit où est la contremarque, donc de le faire au vu et au su de tout le monde avec toutes les autorisations nécessaires, de pouvoir le faire devant les caméras si elle le souhaite, ou pas, devant un huissier, c'est sûr, de sorte que même si cette personne qui aura gagné veut garder l'anonymat, il sera quand même prouvé, constaté par huissier qu'il y a bien un vainqueur, qu'il a bien la contremarque et qu'il l'échange bien contre la chouette d'or.
Donc tout se déroulera d'une manière, je dirais, limpide et claire pour tout le monde. Il ne s'agira pas de dire la personne veut rester anonyme, circuler, il n'y a plus rien à voir. Je tiens à ce que ce jeu se termine d'une manière très claire et qu'il n'y ait pas de contestation pour qui que ce soit. Mais je me dois aujourd'hui de me positionner par rapport à la législation. Voilà la raison d'être de ce système de vérification des solutions. Donc, lorsque j'ai demandé il y a quelque temps à Alexandre et Graham, qui sont deux des responsables de ce système, pas que de ce système, mais qui sont deux des responsables de ce système de vérification, lorsque je leur ai demandé de venir s'exprimer sur Discord, j'ai pu constater la manière assez peu amicale dont ils ont été accueillis par bon nombre de joueurs qui se sont crus autorisés à faire des commentaires plus ou moins désobligeants, plus ou moins sceptiques, et à remettre en doute beaucoup de choses. Alors là-dessus, je ne vais pas m'appesantir. La solution que nous avons retenue est une des solutions qui est tout à fait valable, qui est basée effectivement sur un système de blockchain. Et la blockchain, c'est comme la cuisine, il y a des recettes, les uns préfèrent comme ci, les autres préfèrent comme ça, chacun a son opinion, chacun est bien sûr que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc pour moi, c'est un débat complètement stérile et inutile, donc on va faire ce qu'on a convenu de faire nous. Et en plus de ce système de vérification de solutions, j'ai demandé à ce que soit réalisé un développement sous forme, on appelle ça jeu vidéo, etc. En tout cas beaucoup plus ludique que le système qui consiste à publier quelque chose sur YouTube, etc. J'ai demandé ce compartiment ludique, cette partie jeu vidéo, pour pouvoir échanger avec vous, quand ce sera nécessaire, des petits éléments d'indice tels que le bout de trait qu'on voit sur une carte dont j'ai publié la photo. Alors quand je l'ai publié sur Discord, évidemment levé de bouclier parce que tout le monde n'est pas sur Discord, mais je dirais que tout le monde n'est pas non plus sur YouTube. Donc pour pouvoir mettre tout le monde au même niveau et que les gens qui sont réfractaires au réseau, qui n'ont pas envie de s'inscrire sur YouTube ou ailleurs, ne soient pas handicapés par rapport à ça. J'ai donc décidé que ce développement entre guillemets jeu vidéo se déroulera sur le site, le nouveau site qui verra le jour en même temps que le système des solutions, le nouveau site de la Chouette d'Or. Et là, chacun pourra aller recueillir les éléments quand ils seront publiés, suivre périodiquement un peu le déroulé des choses, et quand il y aura un petit indice, eh bien c'est là que je le communiquerai et c'est là que vous pourrez le trouver. Après, je sais que en cette matière, comme en tant d'autres, je ne fais pas et je ne ferai pas l'unanimité. Donc pour les mécontents, écoutez, tant pis pour vous. Et pour ceux qui seront contents, eh bien, tant mieux pour vous. De toute façon, chacun pourra accéder aux informations. Voilà, j'espère que tout ce que j'ai pu vous dire aujourd'hui sur le sujet va vous aider d'une part à retrouver un peu de sang-froid, un peu de calme et une approche beaucoup plus sereine du sujet. Et puis que ce qui va arriver va vous permettre de continuer à jouer agréablement en vérifiant vos solutions sans forcément dépenser une fortune pour aller passer un week-end éventuellement loin de chez vous. Donc vous permettre de jouer à ce jeu, de participer à ce jeu dans des conditions optimales. À bientôt!